On va pouvoir commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Julia Lemarchand et j'ai à côté de moi mon collègue Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStart, la verticale des échos. Vous avez devant vous d'ailleurs un supplément qu'on a publié ce mois-ci dans les échos qui porte sur ce phénomène, cette pression croissante des étudiants auprès de leurs écoles sur la question de l'urgence climatique. Voilà pour l'instant promotion. On va pouvoir commencer et vous souhaiter la bienvenue. On est vraiment ravis d'animer cet événement avec Florent. Je te laisse la parole. Oui, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle édition de ce colloque co-organisé par l'AX et HEC Alumni. Cette année, cette édition a pour thème engagement sociétal et carrière professionnelle, conciliation ou utopie. Parce que nombre d'entre nous ont l'envie de mener assurément de belles carrières tout en gardant une certaine cohérence dans nos valeurs. Et dans les entreprises, c'est pas toujours facile. On le sait tous, notre modèle traditionnel de croissance se heurte aux limites des ressources et pose le problème de l'environnement. Il se pose alors la question, comment continuer de travailler pour telle ou telle entreprise si celle-ci contribue à accélérer le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, nous essaierons de vous éclairer avec des réflexions, des conseils, des témoignages pour comprendre dans quelle mesure nous pouvons concilier ou réconcilier entreprise et nos valeurs. Et voilà comment vont se structurer les prochaines heures. Alors on va commencer avec la première table ronde animée par Florent qui aura pour thème « Qu'est-ce que réussir sa carrière ?» ou « Comment être en accord avec ses valeurs ?» avec le témoignage d'anciens d'HEC et d'X, bien sûr, qui ont pris des virages dans leur carrière. Il y aura aussi une étudiante et un expert du recrutement. Puis on sortira, peut-être discuter, mais aussi écouter surtout le premier round du concours de pitch d'élèves de l'X dans un premier temps. Suivra ensuite une keynote assurée par Olivier Kaiser, qui est fondateur et président d'Istra. Et ce sera le moment de la deuxième table ronde que j'animerai sur le thème « Que puis-je faire en tant qu'individu ?» ou au final, comment mon impact sera le plus grand? Est-ce que je dois aller dans une entreprise, servir l'État, aller dans un cabinet de conseil ou dans une ONG? Et ensuite, ce sera la deuxième pause, avec une nouvelle fois une salve de pitch, cette fois assurée par des start-upers de HEC. Et ensuite viendra la dernière table ronde. Et les entreprises dans tout ça, comment peuvent-elles s'appuyer sur leurs responsabilités sociales et environnementales pour répondre aux défis du siècle? Il y aura de très beaux invités, notamment Christelle Edman, présidente de Schneider Electric France, ou Antoine Frérot, PDG de Veolia. On conclura par la remise de 2 prix, donc les 2 prix de l'ambition suite aux 2 salves de pitch. 2 prix qui seront remis par les 2 présidents des 2 associations, Marwan Laoud pour Polytechnique, pour l'AX, et Frédéric Jousset pour le président d'HEC Alumni. Et enfin, le moment que vous attendez tous, ça sera le cocktail. Mais avant cela, on va commencer par une keynote de Charles-Édouard Vincent. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur de 2 entreprises solidaires, Emmaüs Défi et Lulu dans ma rue. Il a de grandes ambitions pour lutter contre l'exclusion et pour recréer du lien social. Rien ne prédestinait pourtant Satix, diplômé de 91, à ce parcours. Lui qui venait de passer 10 ans dans la tech, au cœur de la Silicon Valley, en plein âge d'or d'Internet. Voilà, j'aimerais bien accueillir Charles-Édouard Vincent à la tribune pour cette keynote de 30 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors c'est une tribune très officielle. Je suis pas habitué à ce type de lieu pour faire un petit témoignage. Alors effectivement, comme keynote pour démarrer cet après-midi, je vais effectivement plutôt m'orienter sur un témoignage personnel en toute simplicité pour essayer peut-être d'éclairer un certain nombre de questions sur la question du choix. Est-ce qu'il faut faire un choix entre une carrière ou un engagement plutôt que de partir dans des grandes théories, même si on pourrait vraiment théoriser.
Alors effectivement, moi j'ai démarré dans le monde de la tech. En 95, j'étais à Stanford. 95, ça date un petit peu. Il y en a tout un tas sur le banc qui se disent voilà, mais c'est un dinosaure. 95, c'était à Stanford l'année où une start-up démarrait. Elle s'appelait Netscape. En gros, elle allait lancer Internet. Hein, c'est Netscape qui a créé le premier navigateur Internet. Et j'étais là-bas au moment de ce séisme, parce que ça a été vraiment une époque extrêmement riche. Netscape m'a recruté, je me suis occupé de lancer le premier navigateur Internet en Europe, et j'ai passé 7-8 ans dans des métiers extrêmement excitants du monde de la tech, des startups. J'ai terminé dans une très belle boîte qui s'appelait SAP, hein, qui fait des progiciels qui font souffrir des grosses boîtes, mais qui les structurent. Et j'avais 33 ans, j'avais quand même une question qui était de plus en plus présente chez moi, qui était d'arriver à réconcilier toutes ces heures que je passais au travail. Et puis tous les matins, je prenais le RER et je croisais des SDF dans le RER, et je me disais, mais entre toute cette énergie que je mets dans mon boulot pour signer des gros deals, pour développer le business en Europe sur tel et tel secteur d'activité, est-ce que cette énergie, je ne pourrais pas la mettre à des choses qui me parlent plus ? Et à force de me poser cette question, elle revenait de plus en plus fort. Et je pense qu'un élément qui a été déterminant pour moi a été une rencontre. C'était en 2003 avec Martin Hirsch, qui à l'époque était président d'Emmaüs France. Et finalement, c'est cette rencontre, combinée avec, j'ai envie de dire, un terreau chez moi qui était prêt, qui était mûr à accueillir un peu cette nouvelle graine pour un nouvel essor, que j'ai décidé de faire un grand saut. Alors finalement, je suis parti à Emmaüs, hein, donc j'ai tout quitté de SAP, je suis parti à Emmaüs, et j'ai fait le même boulot, mais pas dans le même bureau. C'est-à-dire que j'ai continué dans une logique de gestion de projet, d'utiliser mes compétences, mon savoir-faire, ma dimension entrepreneuriale, mais je l'ai mise en fait au service d'une cause qui me parlait. Alors j'ai créé donc en 2007, 2 ans après avoir rejoint le mouvement Emmaüs, j'ai créé ma propre structure à Paris qui s'appelle Emmaüs Défi, qui avait comme volonté par rapport aux structures Emmaüs existantes d'aller s'occuper des SDF qui étaient encore dans la rue et ne pas leur proposer juste un hébergement. Alors quand je dis juste, c'est déjà beaucoup, et quand on vit dehors, on a besoin d'un toit. Allô, allô ? Oui, c'est bon. Mais le constat, c'était que ces logiques de mise à l'abri étaient souvent peu constructives pour les personnes. C'est-à-dire qu'on les mettait à l'abri, mais on ne leur permettait pas de redémarrer dans la vie et de pouvoir reprendre en main leur destinée. Et quand on regarde un peu les fondations d'Emmaüs, il y a un enjeu qui est absolument fondamental pour l'abbé Pierre, hein, le fondateur, qui à l'époque était encore vivant. C'était vraiment la logique du travail, de donner du travail aux personnes. Et ce qu'on s'est dit en créant Emmaüs Défi, c'était vraiment de ne pas attendre que quelqu'un soit logé et un toit pour lui permettre de recommencer à travailler. Alors c'est facile à dire, mais quand vous avez des personnes qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à la rue, qui dorment dehors, qui sont dans un état de santé, dans un état psychique, dans un état d'ébriété aussi. Beaucoup de SDF souffrent d'alcoolisme ou de toxicomanie. Vous ne pouvez pas juste lui dire je te file un boulot, viens travailler. Et donc on a créé avec Emmaüs Défi un dispositif du travail à l'heure qui permettait à ces personnes vivant dans la rue de venir travailler 2-3 heures juste pour se prouver à elles-mêmes qu'elles étaient capables de venir travailler. Et ces 2-3 heures, elles étaient payées en tant que salariées. On avait créé un dispositif d'intérim, mais d'intérim qui s'adapte aux capacités des personnes et non pas qui leur demande de rentrer dans un cadre trop rigide. Aujourd'hui, Emmaüs Défi, c'est 200 salariés. Hein, donc, dans ces 200 salariés, vous avez 150 anciens SDF qui reconstruisent leur vie avec ce travail. Il est évident que ces quelques heures de travail au départ aboutissent à un contrat de 25 heures, puis 35 heures,
Et donc c'est tout le travail qu'on fait au sein d'Emmaüs Défi. Ce que j'ai vu aussi avec Emmaüs Défi très vite, c'est qu'en tant que structure d'insertion sociale, Emmaüs Défi avait un objectif de réinsérer des personnes dans le milieu professionnel classique. Et donc on avait des objectifs, on était financé par l'État, et on avait des objectifs avec l'État de devoir en fait avoir un certain pourcentage de nos salariés en insertion qui rejoignent un emploi salarié durable, un CDI dans une entreprise. Et moi, mon constat à Emmaüs Défi, c'est que beaucoup de personnes qui travaillaient à Emmaüs Défi étaient tout à fait en capacité de travailler, avaient besoin de travailler, étaient contents de travailler, mais n'arrivaient pas à se projeter dans un emploi salarié durable, dans le monde de l'entreprise classique, qui a certes ses vertus, mais qui a aussi ses limites, notamment sur les métiers peu qualifiés, des métiers qui sont souvent durs, des environnements froids, des CDD qui changent fréquemment, enfin avec des durées limitées, bref, des environnements qui les remettaient en fragilité et qui les amenaient en fait à ne pas vouloir aller travailler dans l'entreprise et qui s'accrochaient un peu à Emmaüs Défi et on n'arrivait pas en fait à leur permettre de trouver des solutions durables. Et pendant des années, avec Emmaüs Défi, je me posais cette question de pouvoir trouver d'autres formes d'emploi que le travail en entreprise. Et finalement, c'est en 2015, avec l'apparition, l'émergence des plateformes collaboratives, que je me suis dit, tiens, tous ces petits boulots qui existaient autrefois dans notre société, que notre société, à force d'automatisation et de code du travail strict qui pose des cadres, etc., notre société a détruit tous ces petits boulots et toute la valeur sociale de ces petits boulots. Et moi, j'avais envie de les réinventer, ces petits boulots, pour permettre à des personnes, en partant de ce qu'ils savent faire, de pouvoir être utiles à l'échelle de leur quartier. Et donc, en 2015, avec l'émergence des plateformes collaboratives, je me suis dit, tiens, entre le numérique, les smartphones, entre le micro-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, un statut très léger, très simple, et aussi avec le RSA qui est arrivé, qui avait pris la suite du RMI. Je vous rappelle, avant que le RSA n'existe, c'était le RMI, et le RMI, vous touchiez 450 ou 500 euros par mois, et puis dès que vous travailliez 2-3 heures, vous perdiez votre RMI. Donc, quelque part, il y avait une vraie logique de trappe à pauvreté. Le RMI faisait que si vous n'aviez pas un CDD d'au moins 20 heures par semaine, vous n'aviez pas intérêt à retrouver du travail. Et donc, des personnes restaient dans l'inactivité parce que financièrement, c'était trop risqué pour eux de retravailler quelques heures par-ci par-là. Le RMI a été remplacé par le RSA, par le même Martin Hirsch, qui a du coup créé cette logique de complément de revenus, de pouvoir progressivement sortir du RMI, reprendre une activité. Et si je travaille 10 heures dans la semaine, l'argent que je gagne, eh bien, je le gagne, et puis mon RMI diminue un petit peu, mais pas suffisamment. Avec cette combinaison du numérique, des smartphones, de l'auto-entrepreneuriat et du RSA qui permettait une reprise d'activité souple, je me suis dit, là, on tient les ingrédients pour pouvoir réinventer ces petits boulots à un moment où vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez sur Internet, mais quand il faut garder votre chat pendant les vacances, vous êtes vraiment dans la panade parce que vous savez jamais à qui demander, ou quand vous devez changer une ampoule, monter une étagère sur un mur ou descendre 3 cartons à la cave, vous vous retrouvez coincé parce que à qui je demande, ça, on ne sait pas. Et je dis, cette compétence, elle existe dans un rayon de 50 mètres et avec une approche d'économie collaborative, on va pouvoir recréer un nouveau service, ces services de proximité. Et donc, c'est ce qui a amené la création de Lulu dans ma rue. Donc j'ai quitté Emmaüs Défi pour créer Lulu dans ma rue. Alors Lulu dans ma rue, j'en ai fait, autant Emmaüs Défi était une association, Lulu dans ma rue, ça a été une entreprise. Pourquoi ? Parce que pour créer ce marché, il a fallu que je fasse appel à des fonds importants qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait récupérer sous forme de dons. Et donc j'ai créé une entreprise avec des statuts solidaires. Des statuts solidaires, c'est-à-dire on a dans nos statuts un objectif qui doit primer, c'est l'impact social, et notre impact social, ça va être la création d'emplois. Et donc, en 2015, j'ai créé Lulu dans ma rue, ce concept de conciergerie de quartier qu'on a inventé, où on s'est dit, tiens, on va recréer un concierge pour le quartier à qui je peux demander à peu près tout ce que je veux. Et aujourd'hui, vous avez dans Paris
à peu près 850 Lulu qui, tous les jours, rendent des services de bricolage, de nettoyage, de ménage, de manutention, qui s'occupent des chats, des chiens. Alors notre service numéro 1, c'est la tringle à rideau. Si vous avez besoin de fixer une tringle à rideau, on en fixe à peu près une centaine par jour dans Paris. Et en fait, tout ça se fait dans une logique où on est une plateforme, exactement comme Uber ou Deliveroo, avec des indépendants qui sont les Lulu. Mais ces indépendants, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'on va pouvoir leur apporter un accompagnement social et professionnel sur mesure. Certains d'entre eux sont tout à fait autonomes. On a parmi nos Lulu des personnes qui sont facteurs, qui travaillent à la poste, qui ont des boulots le matin, des boulots à mi-temps et qui travaillent l'après-midi. Et puis vous avez des personnes qui sont effectivement, ça c'est une moitié, et puis vous avez une autre moitié de Lulu qui sont des personnes dans une logique d'insertion, mais qui ne sont pas salariés, qui sont vraiment indépendants, qui travaillent quand ils veulent, mais dans leur quartier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les demandes du quartier. On a développé une appli, eux, on l'appli, et ils vont, grâce à l'appli, pouvoir recevoir toutes les demandes du quartier selon leurs compétences de bricolage ou de ménage. Ils vont avoir toutes les informations, on les met en relation, ils réalisent la prestation. Et pour les clients, c'est extrêmement simple, on fait appel à Lulu. Et en gros, sous 48 à 72 heures, vous avez votre service rendu. Vous payez le Lulu, c'est comme si c'était du black, sauf que nous, derrière, en fait, on met en place toute l'infrastructure d'assurance, de déclaration, enfin tout est cadré, on apporte cette infrastructure. Alors aujourd'hui, Lulu dans ma rue, donc on a pris un peu cet angle une approche de start-up à impact social. On est aujourd'hui 65 salariés, j'ai réalisé une levée de fonds de 12 millions d'euros, avec des investisseurs qui se sont engagés à mes côtés à reverser 50% du gain capitalistique, si jamais l'entreprise prend de la valeur, dans les projets, l'accompagnement social et les formations. Donc on a une association qui porte ça. Et puis si demain il y a des bénéfices, 50% des bénéfices doivent être réinvestis dans l'entreprise et 30% des dividendes, si un jour les actionnaires se rémunèrent, on est encore en perte, on ne gagne pas encore d'argent, mais si un jour, et je le souhaite, on pourra distribuer des dividendes à nos actionnaires, et bien 30% du montant des dividendes devront être préalablement reversés au Lulu au prorata de leur travail dans l'année. Donc on a créé en fait un modèle très redistributif avec une gouvernance participative. Les Lulu sont partie prenante dans notre gouvernance. Et donc aujourd'hui c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, extrêmement dynamique. On double de taille tous les ans depuis maintenant 4 ans. On s'apprête à démarrer la ville de Lyon l'année prochaine, j'espère. On a fait passer une loi l'an dernier qui a créé un nouveau statut d'entreprise d'insertion, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, c'est-à-dire qu'on a dit c'est bien de laisser des plateformes se développer, mais ce serait bien que cette économie collaborative qui apparaît, au lieu de chambouler notre système social, et si c'est un progrès technologique, que ce soit une régression sociale pour les travailleurs indépendants qui travaillent sur ces plateformes, essayons de construire un modèle qui soit vertueux, qui permette à ces travailleurs indépendants de progresser, de trouver leur place, etc. Donc on a fait passer une loi avec l'État l'an dernier, et aujourd'hui on travaille main dans la main avec l'État pour pouvoir se développer au niveau national et être une véritable réponse d'insertion nouvelle pour des personnes qui sont en marge. Vous le voyez, l'ambition avec Lulu dans ma rue, c'est de permettre à des personnes de partir de leurs compétences et avec leurs compétences de pouvoir se rendre utiles à l'échelle de leur quartier et ainsi recréer du lien social. On parle beaucoup de lien social, mais aujourd'hui, on ne sait pas toujours trop comment le prendre. Il y a plusieurs façons de le faire et nous, notre façon chez Lulu, c'est d'utiliser le service de proximité, ce petit coup de main, qui est finalement le support à une relation, à une rencontre. Et donc tous les Lulu aujourd'hui signent une charte autour de valeurs, de rencontres, de bonne humeur, d'entraide, qui sont aussi importantes que la qualité des prestations qu'on réalise. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui c'est à peu près 160 000 prestations qui ont été réalisées depuis le début de l'année et on a sur Paris juste à peu près 40 000 clients. C'est à peu près entre 400 et 500 prestations par jour qui sont réalisées par ces Lulu. On a des Lulu qui sont très actifs, d'autres c'est vraiment très complémentaire. Et les Lulu entre eux, on a des logiques de communauté par quartier, s'entraident, on a des tuteurs, etc. Donc on n'est pas que dans une logique où c'est la plateforme qui accompagne. Nous on a des programmes de formation, des programmes d'accompagnement social des Lulu, mais les Lulu entre eux s'aident beaucoup.
Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de ce que j'ai pu réaliser. Aujourd'hui, c'est sûr que ce choix entre carrière professionnelle et engagement sociétal, j'ai envie de dire, j'ai pas trop répondu. Hein. À un moment, j'ai pris un grand virage. Ce qui m'a animé dans ma décision de quitter le monde de l'entreprise classique pour m'engager à Emmaüs, ça a été de me dire le jour où je partirai à la retraite, qu'est-ce que je veux avoir fait de ma vie professionnelle. Et je pense que ça a été une question qui m'a aidé. Et je me suis dit, j'ai pas envie, le jour où je pars à la retraite, de me dire, tiens, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Et ça a été pour moi un élément déclencheur. Ça n'a pas été tout rose non plus. D'un point de vue financier, la décision a été assez simple à prendre d'un point de vue financier. Il fallait diviser mon salaire par 3. Je gagnais 3 000 € à Emmaüs. J'en gagne aujourd'hui 5 000 net par mois avec Lulu. Donc ce sont des salaires qui sont, à Emmaüs, c'était un peu tendu. Ma femme travaillait. On a eu des moments très durs. Des moments, des tuiles dans la vie où vous avez besoin d'argent et on était dans le rouge, on a passé plusieurs mois dans le rouge. C'est des moments qui m'ont mis face un peu à mes responsabilités aussi. Je voulais m'engager, permettre à des gens de s'en sortir, et en même temps, je me retrouvais, moi, père de famille, à ne pas pouvoir assumer mon premier rôle de protéger, de créer un foyer stable. Donc ça a été aussi des moments de remise en question pas évidents. Mais finalement, je suis allé donner des cours à HEC, j'ai gagné un peu de sous, j'ai complété, on trouve des solutions. Mais ça m'a aussi poussé à quitter Emmaüs à un moment, me dire, ben voilà, j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent, mais je vais essayer de le faire dans un autre environnement sans forcément renier cette volonté de participer à construire une société plus juste. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fais un travail qui me passionne, qui est fatigant, qui est dur, c'est pas gagné tous les jours. On construit un modèle économique, l'innovation sociale qu'on est en train de créer, eh bien, il faut la construire, il faut convaincre des gens. J'ai parfois des interlocuteurs dans le social qui voient d'un très mauvais œil qu'on construise un modèle qui s'appuie sur l'auto-entrepreneuriat, qui est vu comme précarisant. Donc il faut convaincre, il faut expliquer que des personnes n'ont pas envie forcément d'être salariés, que d'être indépendant, c'est aussi noble, c'est aussi faire preuve d'entrepreneuriat, c'est aussi valorisant. Mais ce combat de tous les jours, en fait, j'arrive à le faire aussi parce qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui me soutiennent et qui ont envie de croire dans mon rêve. Et finalement, je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui j'arrive à avoir un travail qui est un peu l'expression d'un rêve profond où quelque part j'apporte ma petite pierre à pouvoir construire une société où chacun pourra avoir sa place, parce que c'est vrai que pour moi je trouve très dur de rencontrer des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir exister, de pouvoir rendre service, de pouvoir se prouver à elles-mêmes qu'elles valent quelque chose, et une société autour d'elles qui leur envoie que des images contraires à leur aspiration. Et l'ambition de Lulu, c'est de leur permettre de faire ça. Voilà, alors, est-ce que je ne me pose plus de questions? Est-ce que j'ai trouvé ma place et Non, je continue à me poser des questions, y compris sur la dimension financière. Demain, si mes enfants comme moi veulent aller à Stanford, est-ce que je pourrais tout financer? C'est peut-être, peut-être pas. Donc je vous rassure, par rapport à certains choix qui peuvent être faits, on continue toujours à se poser des questions, mais en même temps, si c'était à refaire, je le referais. Et je crois qu'entre une carrière et un engagement sociétal, si on arrive à concilier les deux, ça apporte une certaine cohérence intérieure. En tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Ne plus avoir cette dualité au fond de moi, d'arriver à faire quelque chose où il y a de la cohérence. Et donc, voilà, peut-être que certains d'entre vous se posent ces questions. Je leur souhaite de continuer à se poser ces questions. Les réponses ne viennent pas comme ça, tout de suite. Ce sont des réponses qui sont aussi évidemment très personnelles, qui doivent prendre en considération la dimension financière, la dimension aussi du regard des autres, de l'environnement social dans lequel on est. Il faut arriver à concilier tout ça pour faire un choix qui, à la fin,
apporte, je pense, un épanouissement réel. Et voilà, donc ceux qui sont sur ce chemin-là, continuez à chercher. La réponse, des fois, se fait un peu attendre, mais elle viendra, et je pense qu'elle vous comblera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Charles-Édouard Vincent? Oui, en haut. Bonjour, merci pour votre présentation. Sur le regard des autres, justement, quand vous êtes lancé, est-ce que vous avez eu, je sais pas, dans votre entourage, des réticences ou des amis que vous avez perdus, ou dans votre famille, est-ce qu'on vous a pris la tête là-dessus? Pas quand j'ai fait le choix. Je vous dis que quand j'étais dans le rouge, je me suis fait engueuler par mon père. J'étais grand, hein, mais il m'a dit « il faut que tu arrêtes les conneries ». Ce qui montrait que c'était... où j'avais été globalement, on ne peut pas dire soutenu. Ma femme m'a très fortement soutenu, a été à mes côtés tout le temps. Je pense que c'est important, ça a été vraiment un choix de couple. Ça ne peut pas être un choix individuel, c'est un choix de couple. Mais je pense qu'autour de moi, on n'a rien dit, mais on m'a laissé faire. Avec une certaine bienveillance. C'est pas pour autant que j'avais un soutien plein de mon entourage proche. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, je pense qu'aujourd'hui les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui ça fait partie, ces questions-là sont reconnues comme des questions légitimes. Il y a aussi plus de personnes. Honnêtement, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai fait ça, beaucoup de gens m'ont dit t'es un peu fou, enfin, je veux dire, c'est une utopie. Et en même temps, dans le titre conciliation ou utopie, je pense que c'est important d'avoir une utopie. Parce que finalement, le monde dans lequel on veut vivre, il faut le construire. Et il faut qu'il soit issu de quelque chose à laquelle on aspire. Si le contraire de l'utopie, c'est se ramener à être toujours dans le pragmatisme et le réalisme, qui est en fait un synonyme de résignation, je ne suis pas sûr que j'ai envie de choisir cette voie-là. Si la non-utopie, c'est continuer à faire ce qu'il est raisonnable de faire et ne suis pas forcément tes rêves, sois un peu réaliste, sois sérieux, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui nous aide à construire un monde, le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Voilà. Donc je pense que c'est important quand même de redonner de la légitimité à l'utopie. Vous avez consigné dans un livre, quelque part, par écrit, le développement de votre témoignage? Alors non, j'ai jamais écrit mes mémoires. Pas les mémoires. Mais ni un livre. En revanche, on a eu à Emmaüs Défi une écrivain extrêmement talentueuse qui s'appelle Lise Beninka et qui est venue en résidence à Emmaüs Défi, qui a passé 1 an et qui a raconté de manière très très poétique et très jolie tout ce qui se passait entre l'histoire d'Emmaüs Défi et l'histoire des personnes qui passaient à Emmaüs Défi. Et ça s'appelle, alors ce livre, excusez-moi, c'est Des choses à dire. Si vous voulez le trouver, c'est un très joli livre, Des choses à dire, de Lise Beninka. Merci. Une dernière question? Oui, devant. Oui, bonjour, Quentin Martin-Laval, merci pour le témoignage. J'ai été entrepreneur, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour convaincre des investisseurs de partager? Je crois que les personnes qui sont ici, évidemment, ne sont pas indifférents à cette question de l'engagement sociétal. Autrement, vous ne seriez pas là. Mais il y a très 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 peu de personnes qui sont complètement indifférents à cette question. Donc finalement, toute la question, c'est d'arriver à ouvrir la bonne porte dans ces personnes-là, d'arriver à trouver et à parler, à rentrer par la porte du cœur, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Dans mes investisseurs, j'ai la famille Decaux, les frères Decaux, j'ai la Société Générale, donc c'est un projet financé, mais c'est Frédéric Oudéa en personne qui a voulu soutenir le projet. Il
Il y a aussi Veolia qui nous a soutenus, puisque tout à l'heure Antoine Frérot va venir. J'ai aussi Didier Leménestrel et Christian Guenier qui ont créé la Financière de l'Échiquier, donc une société de gestion de patrimoine qui a très très bien réussi et donc ils ont une grande fortune. Voilà, ces personnes-là, elles ont des grandes fortunes et en même temps, elles ont envie de pouvoir contribuer à leur manière. Je crois que ce qui les a séduits aussi dans le projet de Lulu dans ma rue, c'est finalement d'essayer de réconcilier l'économique et le social et de mettre dans la poursuite de l'objectif social un outil économique et se donner les moyens d'utiliser l'économique pour avoir encore plus d'impact. Alors c'est difficile, mais c'était important pour que le projet soit cohérent et plus de force vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des Lulu. Vis-à-vis des clients, on communique très peu vis-à-vis des clients. On n'a pas envie d'utiliser ça. Ça, c'est un peu notre histoire à nous. On pourrait débattre sur le fait de dire comment j'engage mes clients là-dedans. Pour l'instant, on veut être très modeste. On ne communique pas proactivement là-dessus. Mais en tout cas, vis-à-vis des Lulu et vis-à-vis des salariés de Lulu dans ma rue, c'était aussi important d'avoir une véritable cohérence et de dire, quand on veut construire un projet réellement solidaire, assurons et qu'on utilise les moyens économiques, assurons-nous que les moyens économiques jouent vraiment le jeu et que demain, il y aura une vraie redistribution de la valeur si on arrive à créer cette valeur-là. Et je pense que, en racontant cette histoire, il y a des gens qui ont voulu y croire avec moi, qui ont eu envie de se dire, oui, c'est possible et on va tenter le coup. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, j'ai 6 investisseurs à mes côtés qui, du coup, me soutiennent, m'accompagnent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant ces règles très très strictes de redistribution, enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lever 12 millions d'euros, en vendant des petits coups de main, notre panier moyen, nous on gagne en moyenne 11 euros par prestation. Donc je peux vous dire, il faut en faire des prestations pour financer l'infrastructure, etc. Donc c'est un projet très risqué, mais en même temps, ma conviction absolue est que c'est parce que j'ai été très exigeant sur les logiques de redistribution qu'aujourd'hui je suis complètement en phase avec mes investisseurs. Ils ne sont pas là pour faire du retour sur investissement, ils sont là pour que l'entreprise marche, l'entreprise soit pérenne, mais que si jamais, une fois qu'elle va être à l'équilibre, tout l'argent qu'on va avoir va être là pour optimiser l'impact social. Et voilà. Un grand merci à vous et bon après-midi. Merci. On va maintenant passer à la première table ronde, donc, qui s'intitule « Qu'est-ce que réussir en 2019 ? Être en accord avec mes valeurs ?» Mais jusqu'où aller dans cette cohérence avec les valeurs ? Est-ce qu'on se contente d'actions individuelles, associatives, ou est-ce qu'on fait rentrer cette cohérence dans les valeurs dans la carrière, dans l'entreprise ? Pour ça, je vais accueillir 4 invités. Akarati, polytechnicien 95, fondateur de l'ONG Passerelle Numérique, vous pouvez me rejoindre. Laurence Grandcola, HEC 2006, fondatrice de MySésame. Joanne Trottin, HEC 2022, étudiante actuellement à HEC. Et enfin Jean-Philippe Teboul, directeur d'orientation durable. Vous pouvez les applaudir. Pendant que les invités s'installent, je vous rappelle, mais non, on ne l'a pas dit, qu'il y avait un Twitter, il y avait un hashtag, si vous voulez relayer les interventions ou des photos sur les réseaux sociaux, qui est colloque AX HEC, tout accroché, colloque AX HEC. Merci. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Peut-être une présentation rapide de chacun. Akarati, donc, je l'ai dit, vous êtes polytechnicien promotion 95, vous avez commencé en conseil en stratégie à la suite de l'école et après, il y a eu 3 changements importants dans votre carrière. Vous nous raconterez tout à l'heure. Laurence Grandcola, bonjour. Vous êtes HEC 2006, vous avez fondé MySésame, qui est un cabinet qui aide à convaincre les entreprises et les managers de s'engager dans la voie du développement durable, de faire de leurs enjeux, des enjeux de société, des leviers de croissance et de business. Joanne Trottin, donc vous êtes étudiante à HEC et vous êtes signataire du manifeste pour un réveil écologique. Et enfin, à côté de moi, Jean-Philippe Teboul, directeur d'orientation durable, qui est un cabinet de recrutement. On va commencer cette table ronde avec
avec vous, Joanne, donc étudiante à HEC, vous êtes présidente de l'association Esper HEC Paris. J'ai une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir la carrière ? Alors, bon, c'est une vaste question, mais donc, en tant que signataire du manifeste et aussi dans mon engagement à Esper, j'ai placé toutes les problématiques qui sont autour du climat et donc de la protection des écosystèmes au cœur de mes préoccupations. Et pour moi, réussir ma carrière, c'est réussir à avoir l'impact le plus important et le plus positif possible sur ces questions-là. Et donc ça passe par quoi ? Ça passe par bien comprendre tous les enjeux qui sont autour de ces questions, qui sont extrêmement variés, qui sont complexes, parce qu'il y a des enjeux scientifiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques, et donc réussir à instaurer des changements majeurs pour, en tout cas les plus grands possibles, pour qu'on évolue dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, visiblement, si on écoute le rapport du GIEC, on n'est pas encore tout à fait sur la bonne voie. Justement, donc je le disais, vous êtes signataire du manifeste pour un réveil écologique. Ce manifeste, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il visait à faire bouger les écoles et les entreprises pour qu'ils offrent des jobs avec du sens et en cohérence avec les défis du siècle. Pour vous, qu'est-ce qui semble incohérent dans les entreprises et dans les offres d'emploi que vous voyez sur le marché du travail actuellement ? Alors je dirais que pour le moment, ce qui me semble assez incohérent, c'est que les moyens qui sont mis à disposition pour l'amélioration de l'impact environnemental, de l'impact social, ne sont pas forcément à la hauteur des besoins de la société. Et donc, par exemple, il y a des moyens en communication, en marketing pour faire connaître les entreprises qui sont énormes, comparés aux moyens pour véritablement changer la stratégie de l'intérieur et en profondeur pour que l'impact écologique et social soit changé et soit le meilleur possible. Donc ça, je pense que c'est une incohérence fondamentale. Et je dirais même le fait de présenter l'impact social, l'engagement sociétal et la réussite de la carrière comme deux choses qui vont pas forcément ensemble naturellement, c'est quelque chose qui me semble aussi parfois assez incohérent parce que ça me semble difficile d'imaginer de vivre toute sa vie sans chercher à améliorer la condition, c'est un peu naïf, mais la condition de l'homme sur Terre. Voilà. Donc pour vous, que ça rentre dans votre carrière, c'est indiscutable. Pour vous, c'est évident. Exactement, parce que pour moi, l'écologie, par exemple, c'est pas un hobby, c'est juste une priorité. Et comme tous les autres signataires du manifeste, je pense que j'espère, c'est fondamental et c'est quelque chose de central dans nos choix de carrière. Merci. Laurence Grandcola, donc fondatrice de My Sésame. Je vais vous poser la même question, mais avec un peu plus d'antériorité. Vous êtes en train de dire que je suis vieille. Pas du tout. Réussir sa carrière, est-ce que ça veut dire la même chose en 2019 qu'il y a 15 ou 20 ans, selon vous ? 10 ans en ce qui me concerne. Oui, non, enfin, effectivement, et moi j'ai été diplômée il y a 12 ans et c'est pas du tout la même réalité pour moi. À l'époque où je suis sortie d'HEC, on réussissait sa carrière essentiellement parce qu'on avait un titre qui faisait bien, donc on était directeur et pas responsable, hein, c'était quand même beaucoup mieux. Idéalement dans une entreprise de renom et la réussite se mesurait aussi au nombre de zéros en bas de la feuille de paye. Effectivement, moi, à l'époque où je suis sortie d'école, les voies royales, c'était finance, marketing, conseil. Et j'ai d'ailleurs fait 50 conseils en stratégie à l'époque. Aujourd'hui, on sent un vrai shift et je trouve que vous incarnez très très bien le propos. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte, et nous, on s'en rend compte chez nos clients, les entreprises sont mal préparées, avec du coup des enjeux dans des grandes entreprises majeures de recrutement et de rétention qui viennent ajouter à la pression des consommateurs sur leur empreinte et leur engagement. Donc je suis contente de voir, et c'était ce que disait Charles-Édouard Vincent tout à l'heure, sur le fait qu'à l'époque, il a un peu été pris pour un fou, alors qu'aujourd'hui, il le serait probablement beaucoup moins, pour moi, est vraiment révélateur d'une réalité, effectivement. Et vous, quand vous êtes sorti d'HEC en 2006, cette quête de sens, elle était comment ? J'imagine que vous, ou que ce soit quand on est sorti dans les années 80, il y avait quand même une quête de sens. Elle n'est pas née il y a 5 ouais, ou 10 ans. Expliquez-nous comment vous l'avez vécu, si c'était aussi prégnant que maintenant.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui était inexistant. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient des consciences sociales ou environnementales. Et moi, j'en faisais partie aussi parce que je baignais dans un écosystème familial très engagé d'un point de vue social, mais dans l'humanitaire. Et donc, j'ai exactement incarné cette génération de la schizophrénie. C'est-à-dire, on sort d'école, on fait du conseil en stratégie chez Bain la semaine, et le soir et le week-end, on monte une ONG et dont je m'occupe toujours aujourd'hui, qui développe des projets en Mongolie et au Togo. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est encore le cas aujourd'hui, et notamment pour des générations qui sont dans l'entreprise depuis 10, 15, 20 ans, elles exercent leur engagement et leur quête de sens à côté de l'entreprise, aux portes de l'entreprise, et elles laissent beaucoup ça encore aux portes de l'entreprise, avec du coup un désalignement qui crée des situations difficiles parce que schizophrène pour beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise et qui du coup n'arrivent pas pleinement à exprimer cette quête de sens dans l'entreprise, alors qu'aujourd'hui il y a des opportunités de le faire et ce shift il est en train de s'opérer, mais pour moi c'est très récent, c'est quelque chose qui date de 12, 18, 24 mois, la vraie prise de conscience que cette quête de sens elle peut s'exercer dans l'entreprise et que ça peut être synonyme de métier intellectuellement challenging, d'innovation et de carrière réussie du coup. Et pour vous, donc, quand vous êtes sorti, vous dites j'ai fait du conseil en stratégie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que d'un coup vous dites non, ça c'est pas ma carrière? Oui, alors il se trouve que moi j'avais la chance d'avoir un ADN déjà très engagé. Donc au bout de 5 ans de conseil où d'abord, j'avais fait un métier qui m'avait beaucoup intéressée, mais j'avais l'impression d'avoir une boîte à outils qui était utile pour le monde, entre guillemets, du social, du sociétal et de l'environnemental. J'ai eu envie de faire autre chose et puis je commençais à très bien gagner ma vie. Et très clairement, l'échelle des salaires, et je trouve que le témoignage très transparent de Charles-Édouard Vincent était intéressant, nécessitait de faire déjà un très gros gap de salaire. Et donc je me disais, plus j'attends, plus ça va être difficile, donc il vaut mieux le faire maintenant. Donc il y a eu ça. Et puis, du coup, j'ai exploré le monde des fondations et de l'humanitaire, puisque pour moi, le seul endroit où on pouvait exercer son engagement, c'était dans les fondations, dans l'humanitaire. Bon, ayant fait 50 conseils et HEC, je ne me retrouvais pas vraiment et je ne voyais pas très bien comment utiliser mes compétences. Et à l'époque, je suis tombée sur le réseau Ashoka, que Olivier Kaiser, qui est dans la salle aujourd'hui, a lancé en France et au UK, et qui pour moi était un endroit de réconciliation entre des approches économiques et des approches d'impact. Et donc ça a été une première découverte et une première manière de répondre à cet engagement. Et j'avais vraiment l'impression d'être au cœur de l'économie. Et je me disais, ces modèles d'entrepreneurs à impact comme Charles-Édouard Vincent sont en train de repenser l'économie différemment. Et j'ai eu un autre moment qui a été un moment de prise de conscience forte du fait que peut-être moi j'avais fait ce chemin mais qu'il n'était pas encore majoritaire. Et je vous le racontais quand on préparait cette table ronde, mais c'est vrai que ça a été un moment assez fondateur pour moi. Je faisais un dîner avec mes ex-copains de chez Bain, d'HEC, etc. Et quand tout le monde se updatait sur et toi la carrière, ça va, le poste, la promotion. Et moi à chaque fois que ça arrivait à moi, on me disait toi l'humanitaire, ça se passe bien. Et donc ça a été difficile, après 4 ans d'Ashoka, où je leur disais on change l'économie et toi l'humanitaire. Et donc ça a été aussi un des sujets qui a été à l'origine de la création de MySésame. Et est-ce que le métier que vous faites actuellement, changer l'économie mais d'une autre façon, c'est un peu mettre aussi de la cohérence avec votre choix d'études? Vous avez fait HEC, donc travailler dans l'économie, dans les entreprises, et vous avez vu que les deux mondes étaient possibles. Je pense qu'en fait, c'est surtout c'est un non-choix, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, mais c'est une conviction personnelle, mais que je ne sais pas tellement quelle organisation et quel type d'organisation est plus puissante, plus innovante et avec le plus gros effet de levier que l'entreprise pour résoudre les enjeux socio-environnementaux. Donc pour moi, aujourd'hui, en fait, on n'a plus tellement le choix que d'équiper l'entreprise et donc les gens de l'entreprise à reconsidérer les enjeux socio-environnementaux comme des opportunités de se réinventer et d'innover. Et les grandes entreprises en particulier aussi, et je pense qu'il y a une telle urgence des enjeux climatiques, mais aussi des enjeux sociaux, qu'il faut que, évidemment, le rôle des ONG est fondamental pour défricher, pour aller sur les sujets les plus complexes, là où il n'y a pas de modèle économique, mais il y a tout un champ de transformation qui doit être pris par l'entreprise. Et donc c'est aussi pour ça, c'est parce que ce sentiment d'urgence m'habite. Et il se trouve qu'effectivement, ça réconciliait bien avec mes choix d'études, d'utiliser le levier de l'entreprise. Merci. Jean-Philippe Teboul, bonjour. Peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes donc directeur du cabinet de recrutement Orientation Durable? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en une phrase ce que vous faites et qui sont vos clients?
Orientation durable, on est un cabinet de recrutement, somme toute très classique dans l'approche qu'on va avoir du recrutement. Par contre, on travaille exclusivement pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est sur l'ensemble des familles en question. Et parmi nos clients, je vais citer les plus connus, Emmaüs France, Amnesty International, Greenpeace, l'habitat social, les relations sociales, l'insertion. On est vraiment sur l'ensemble du secteur. Donc vous êtes au contact avec les talents, les jeunes diplômés tous les jours, c'est votre métier. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à maintenant et il y a 15, 10, 20 ans? Ce que j'aime beaucoup dans votre question, c'est qu'elle permet de commencer par répondre par qu'est-ce qui n'a pas changé. Il y a 20 ans, l'économie sociale et solidaire était déjà entre 5 et 10% de l'emploi en France, selon ce qu'on mettait dans la définition. Il y a même certains secteurs comme l'éducation populaire qui ont plutôt baissé parce que je crois qu'on envoyait 2 millions d'enfants en vacances en colo, ils sont plus que 500 000. Mais grosso merdo, on est à peu près dans le même ensemble, dans le même volume. Ça n'a pas changé. Il y a 20 ans, j'étais étudiant à l'époque et dans toute école de commerce, dans toute école d'ingénieurs qui se respecte, il y avait les humanitaires de service. Il y avait ceux qui décidaient de faire ça se voyait même par leur choix vestimentaire, ça se voyait par leur stage, ça existait déjà. C'est pas nouveau. Il y a 2 vrais changements qui est aujourd'hui, on est passé soit d'un noir et blanc, c'est-à-dire tu as le choix entre rejoindre le système et être dans une alternative, soit dans une perception d'un noir et blanc, en tout cas tout le monde en est conscient, vers une infinité de choix. C'est beaucoup plus large. Vous parliez de la possibilité d'avoir des choses intellectuellement toujours challengeantes. Aujourd'hui, un acteur comme Veja, une marque équitable, qui est considéré comme en avance dans son domaine en termes de design, ça, on est dans une vraie nouveauté qui était beaucoup moins présente il y a 20 ans. On reviendra, j'imagine, sur la question des salaires. Moi, on a fait dernièrement un consultant en conduite du changement dans l'habitat social à 3-5 ans d'expérience à 52 000 € par an. On est plus ou moins dans un salaire qu'on pourrait retrouver dans un poste classique dans le Big Four. Vous avez aussi des salaires beaucoup plus bas que le marché, mais je sais que le thème va revenir. On est en tout cas, pour l'étudiant, les jeunes diplômés, et même les gens avec 10, 20, 30 ans d'expérience, dans un choix beaucoup plus large qu'il y a 20 ans. Une deuxième et dernière chose à changer, et je le mets pour moi en lien avec votre intervention, que je trouve très très encourageante. Les jeunes de maintenant, mon Dieu, je suis arrivé à l'âge où on dit les jeunes de maintenant, ils sont beaucoup moins dogmatiques que ma génération. On avait, je schématise à peine, peut-être pas des marxistes, mais on avait des étatistes et on avait des néolibéraux. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret là-dessus. Il y a 15 ans, un directeur RSE d'une grosse marque de boissons, quelle qu'elle soit, dit devant des étudiants, on a recyclé 10 000 bouteilles. Tout le monde applaudit. On lui demande si en plus les bouteilles sont recyclées, que des artistes de rue sont équitables, ainsi de suite, standing ovation. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'étudiants qui ne vont pas applaudir, qui vont poser 2 questions, qui sont combien produisez-vous de bouteilles en tout et où étiez-vous il y a 3 ans? Et ça, c'est un énorme changement par rapport à la réalité d'il y a 20 ans dans la perception des enjeux par les étudiants. Ils sont plus exigeants et demandent plus de transparence, c'est ça que vous dites? Plus encore que ça, ils sont beaucoup plus conscients de l'ensemble de l'image. Ils savent qu'aujourd'hui, 10, 5, 20 000 pour une multinationale de la boisson, ça ne veut plus dire grand-chose. Ils sont dans une logique, sans doute que l'urgence écologique, cette notion de compte à rebours, qui est somme toute presque neuve dans l'histoire, joue, mais ils sont dans cette logique de on ne se contente plus du beau, du joli. Ils sortent d'une certaine façon du vieil alternatif, en disant non, si on veut être dans une logique de changement, tout en respectant le néolibéralisme, la concurrence, la consommation, il faut qu'on regarde les choses dans leur ensemble. Pour moi, c'est une véritable révolution dans la vision de certains des étudiants. Joanne Trottin, est-ce que ça fait écho à ce que, d'une part, vous ressentez, est-ce que vous voyez dans votre promo à HEC? Alors oui, tout à fait. J'ai l'impression que même dans l'enseignement, maintenant, les étudiants se satisfont plus seulement d'un enseignement de surface où on nous explique rapidement les grands enjeux ou comment communiquer sur ces questions-là, mais on cherche à vraiment comprendre, soit avoir une rapide initiation scientifique. Nous, on est HEC, donc on n'est pas les polytechniciens, mais voilà.
Donc voilà, donc on essaie de comprendre en profondeur les enjeux et voir comment on peut... effectivement, donc l'exemple des 10 000 bouteilles recyclées, pour moi, il est excellent parce que ça montre que justement, on ne veut pas juste montrer comment on peut faire un geste, parce qu'un geste, ça ne suffit pas. On veut voir comment, à l'intérieur d'une entreprise, aussi grande soit-elle et aussi importante soit-elle, on peut avoir l'impact le plus important et le plus significatif au regard des enjeux qui s'offrent à nous. Et est-ce que, en tant qu'étudiante, vous êtes en capacité de comprendre si il y a une vraie cohérence dans le discours que vous recevez des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas du mission washing? Est-ce que vous êtes en... Oui. Alors, est-ce que si je suis en capacité de le comprendre, je n'aurais pas la prétention de l'affirmer maintenant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'esprit critique vis-à-vis de ça et de plus en plus d'exigences. Donc, on a tendance à de moins en moins se laisser avoir par un chiffre balancé comme ça dans le vide, mais on essaie de le mettre en relation avec l'échelle de l'activité, avec l'impact global. Par exemple, dire on va arrêter de manger de la viande si c'est pour la remplacer par des aliments qui viennent des quatre coins du monde, qui sont produits par des enfants ou par des gens qui sont en situation de précarité. L'impact n'est pas forcément meilleur et ça, on en a de plus en plus conscience. Donc on essaie d'avoir une approche un peu plus globale, même si elle n'est pas... comme les enjeux sont complexes, c'est pas forcément parfait comme approche, mais on essaye de se poser le plus de questions possible pour dégager le plus de vérité sur l'impact possible et pas se laisser avoir justement, et pas se laisser aller aussi à du greenwashing. Et est-ce que cette conscience sociétale que vous exposez, je ne vous demande pas une étude, juste un sentiment, quand vous êtes à HEC, vous vous sentez plutôt minoritaire, plutôt majoritaire, ou vous n'arrivez peut-être pas à savoir? J'ai l'impression qu'on est de plus en plus écouté, en tout cas, que ce soit de la part des étudiants ou des collaborateurs, des enseignants, qui cherchent de plus en plus à évoluer dans ce sens-là. Même de la part des alumni aussi, que je sais qu'il y en a dans la salle qui travaillent aussi sur cette évolution. Après, de la part des étudiants, il y en a beaucoup qui nous disent c'est très bien, vous avez raison, on devrait faire comme ça, mais on n'est pas forcément toujours... ces discours-là ne vont pas forcément toujours jusqu'à l'action, parce que on n'est pas toujours forcément aussi accompagné qu'on le désirerait. Donc voilà, donc il y a encore des progrès à faire, mais ils sont en train de se mettre en place, et là-dessus, j'ai tendance à être assez positive et optimiste, parce que j'ai l'impression que c'est une prise de conscience qui a de plus en plus lieu d'être et qui est de mieux en mieux accueillie en tout cas. Reconnu, j'ai l'impression que vous dites par l'administration en tout cas, ou par l'école à HEC, mais vis-à-vis de l'entreprise, je ne sais pas si vous êtes déjà mis au contact du marché du travail, des stages, etc. Est-ce que affirmer ces valeurs, comme vous le faites aujourd'hui, vous pensez que ça peut vous desservir, ça peut jouer en votre faveur, ça dépend? Alors j'aurais tendance à dire que si ça me dessert, c'est que l'entreprise dans laquelle je veux travailler, finalement, j'aurais pas forcément envie d'y travailler. Donc je pense qu'en tant qu'étudiant, en tant que futur présent sur le marché du travail, on a aussi notre mot à dire. C'est aussi le propos du manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est de dire si le travail qu'on me propose c'est un travail soit de vernis ou c'est un métier qui aura un impact, soit pas d'impact, soit un impact désastreux, nous on n'en veut pas. Et là j'ai envie d'être très claire là-dessus avec mon futur employeur, c'est-à-dire que s'il valorise pas cet engagement-là, ça veut dire que c'est pas le mien. Jean-Philippe Thiboul, comment c'est perçu ça par les recruteurs? Un candidat qui arrive et qui exige tout de suite, j'espère que vous êtes exemplaire sur ça, et est-ce que ça peut faire peur vis-à-vis d'un recruteur, ou est-ce qu'au contraire, ok, on recrute quelqu'un de très motivé? Moi, je travaille uniquement pour des recruteurs dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est particulier, mais oui, paradoxalement, ça peut leur faire peur. Ce qui leur fait peur, c'est le flou. Ce qui leur fait peur, c'est quelqu'un qui arrive en disant « je veux du sens, point ». On est quasiment sûr qu'il va être déçu. Donc, il va s'en aller au bout de 6 mois, c'est-à-dire le moment généralement où quelqu'un commence à être pleinement opérationnel au sein d'une structure. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je veux du sens. Déjà, c'est absolument pas différenciant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes sur cette terre qui veulent du sens d'une façon ou d'une autre. D'autre part, sur le fond, si vous allez demander aux gens manif pour tous, ils veulent du sens. Si vous allez demander aux gens mariage pour tous, ils veulent du sens. Et personne ne ment dans cette histoire, tout le monde veut du sens. Et en termes de carrière, ça va être que si vous avez par exemple un problème avec le système, si vous voulez changer le système
et les directives européennes ou les règles de l'OMC. Certaines structures conviennent, Greenpeace, Sherpa, d'autres cherchent à faire évoluer ça. Mais par contre, si vous allez au Restaurant du Cœur, vous allez être déçu, parce qu'ils ne sont pas là pour changer les choses. Donc le recruteur évite de prendre la personne en se disant, et c'est ça ma vraie réponse à votre question, qu'il faut une certaine maturité sur ce sens. Ça peut être une maturité qu'on a à 23, à 25, à 35, à 45 ans. Je vous assure que c'est incroyablement varié. On est dans un très bon poste d'observation orientation durable. À quel moment les gens sont matures sur le type de sens qu'ils veulent. Et enfin, il ne faut surtout pas, et c'est le cas de beaucoup de candidates et de candidats, et c'est désastreux pour tout le monde, qu'on pense que le sens va représenter ce qui reste l'essentiel d'une carrière, le métier qu'on aime faire. Si on n'aime pas l'audit, on n'aimera pas l'audit social, on n'aimera pas l'audit environnemental. Donc pour l'ensemble de ces raisons, cette phrase et cette passion, elle va être creusée dans une direction qui est, ok, est-ce que ce qu'on vous propose en tant qu'employeur, c'est vraiment ce que vous attendez? Et justement, les employeurs dans l'ESS, est-ce que peut-être il y a peut-être un cliché, peut-être pas, sur qui sont ces recruteurs? Est-ce que c'est des petites startups de l'ESS qui peut décourager peut-être un étudiant d'une grande école en disant « moi je suis rentré dans une école de commerce ou une école d'ingénieur pour faire changer les choses dans une grosse structure ». À quoi ressemble le marché du recrutement? Ce sont 10 marchés différents. Le plus petit de mes clients, ils sont 2 salariés avec un chiffre d'affaires qui doit être un peu au-dessus de 150 000 euros. Le plus grand, j'hésite entre Orphelin, Apprenti d'Auteuil et Groupe SOS, mais c'est-à-dire un groupe à 1,5 milliard et un groupe à 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans une multitude de réponses. On est encore une fois, si on enlève les banques de l'économie sociale, on est autour de 5 à 6% du marché de l'emploi en France. Donc il n'y a pas de portrait type. Il y a des choses qu'on peut retrouver en termes de culture, il y a ce plus qui peut représenter un moins parfois en termes de valeur ajoutée sociétale, mais on est tant mieux d'une certaine façon, dans une vraie diversité qui peut permettre aux candidats et candidates de répondre à leurs différentes questions, et c'est pour moi ce que vous dites une question en tant que telle, qui est est-ce que j'ai envie de bosser dans une grosse boîte, dans une grosse entité, volontairement je choisis un terme qui inclut et asso et entreprise, ou est-ce que j'ai envie de bosser dans une petite entité? Ça, c'est l'une des raisons premières, ce que je viens de vous dire, de reconversion ratée. Vous avez des gens qui vont se dire « j'en ai marre de bosser dans une grosse entreprise ». Leur problème, c'est les process. Ils en ont marre des process, ils en ont marre de tous les gens qui se couvrent en interne, enfin, tout ce que les énormes entités créent naturellement. S'ils vont dans l'ESS, c'est une mauvaise réponse. Il faut que ce soit une TPE ou TPA, rejoindre une petite structure, parce qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez envie de souplesse, vous avez envie de rapidité de décision, vous avez envie de tout ce qu'on trouve dans une petite entité. Dans ce cas-là, l'ESS n'est pas la réponse à votre besoin, ou est une réponse parmi d'autres à votre besoin. Et pour les anciens de HEC ou Polytechnique qui sont dans la salle et qui pourraient se dire « tiens, pourquoi pas une carrière dans l'ESS, ce dont on parle aujourd'hui », à quelle concurrence ils doivent s'attendre au niveau du recrutement? Est-ce que c'est un milieu, il n'y a pas beaucoup de candidats faciles, on y rentre en plus avec un beau diplôme, ou est-ce qu'il y a un certain niveau exigé? J'imagine que oui, mais racontez-nous. Il y a plus de monde qu'ailleurs à poste équivalent. Je crois que notre record, ça devait être pour Amnesty International France. En 15 jours, on a eu 700 candidatures pour un poste. On est plutôt aujourd'hui dans du 200 à 300 candidatures pour des structures avec des marques employeurs très très fortes. Greenpeace, Emmaüs, Amnesty, avec ce type d'entité. Souvent, les CV sont très impressionnants. C'est-à-dire, on a de l'HEC, de l'X, on a du Stanford, on peut avoir du McGill, on peut avoir vraiment un certain niveau. Encore une fois, tout le monde, à un moment de sa carrière, se pose cette question. Et en fait, donc, certains candidats sont surpris. Après, il y a beaucoup où Polytechnique et HEC restent comme ailleurs devant les autres en termes d'attente, mais très clairement, il y en a plus dans le domaine. Et le choix, il va se faire sur une série d'autres critères. Cette fameuse question, est-ce du sens, c'est-à-dire ce qui vient chercher, c'est nous, on va lui proposer. La question de l'effort salarial, on est particulièrement attentif
sur le sujet. On a fait cet été le directeur marketing du magazine Alternative Économique à 50 000 € brut annuel. On avait discuté avec le client, on avait déjà dû bien discuter pour arriver à 5, on savait qu'on ne pouvait pas aller au-dessus. On a eu des directeurs, directrices marketing de la moitié des médias de Paris qui se situaient auparavant, pour certains, entre 90 et 130 000 € annuels. On avait des personnes qui nous disaient « mais bien sûr, il n'y a aucun souci, je suis à 90 000 depuis 10 ans, je peux passer demain à 50 000 ». Ça arrive, c'est extrêmement rare que ce soit possible. Donc on va être dans un mix entre le niveau d'effort salarial et quand on discute avec la personne, à quel point elle est consciente de ça. Si la personne nous dit par rapport à un moment de vie, par rapport à la réflexion, par rapport à, si au moins un minima elle a commencé à budgétiser ce que ça veut dire, on va se dire ça vaut le coup de l'envoyer au client. Et ce qu'il faut comprendre sur cette question du salaire, c'est déjà les seules personnes, c'est rigolo cette question du salaire, quand on demande les attentes salariales de quelqu'un, à chaque fois le candidat il va justifier pendant 20 minutes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit juger, les attentes salariales. C'est dépendant de notre éducation, c'est dépendant de l'éducation de nos parents. J'imagine que les gens dans cette salle, il y a eu un moment quand vous prépariez les prestigieuses écoles dans lesquelles vous avez réussi à être admis, il y a un coin de votre cerveau pour bosser un peu plus que les autres qui s'est dit « je vais m'y retrouver à un moment en termes de salaire ou autre chose, qu'on le veuille ou non ». La seule chose qu'il faut faire par rapport à ça, c'est se fixer un minimum, éviter peut-être certaines responsabilités trop longtemps pour ne pas se bloquer sur un niveau de salaire qui fait qu'on a moins le choix, et c'est tout. Et après, on va vérifier là aussi, entre les diplômés équivalents, une série de choses qui sont la capacité à parler du sujet politique, ça c'est très intéressant, qui est, je schématise aussi, mais vous vous retrouvez directeur de la communication d'une grosse ONG. Si vous débarquez dans l'open space en disant « c'est super, l'ONG a signé un partenariat avec Coca-Cola », vous avez 3 de vos collègues qui hurlent. Coca est le mal absolu. Mais dans d'autres entités, plus entrepreneurs sociaux, si vous arrivez en disant à vos collègues « le CA a refusé Coca pour des raisons éthiques », vous en avez d'autres qui hurlent parce qu'ils sont dans une approche entrepreneuriat social, ils sont dans une approche capitalisme compassionnel à l'américaine, et pour eux, rejeter Coca ne leur va pas. Ce qu'on va chercher, nous, c'est ceux des dirigeants qui vont se dire, dans ce type de situation, je vais discuter en tête-à-tête avec les personnes concernées pour leur expliquer. L'une des choses qu'on nous demande d'aller chercher chez nos candidates et les candidats qu'on va proposer, c'est cette conscience que vous n'êtes pas le seul ou la seule salariée à arriver avec vos attentes sociétales. Ça devient beaucoup plus que dans une entreprise où souvent cette question est mise sous le tapis, ça devient un sujet qu'il faut savoir maîtriser. Merci. Je précise qu'à la fin de cette table ronde, il y aura encore une séance de questions, donc si vous avez des questions, gardez-les. Akarati, bonjour, vous êtes diplômé de Polytechnique et en préparant cette table ronde, vous m'avez dit j'ai commencé en conseil en stratégie, mais depuis 15 ou 20 ans, j'ai eu 3 chocs dans ma carrière. Oui, 3 chocs en effet. Bon, je ne sais pas si on peut parler de carrière. Effectivement, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Donc après le conseil en stratégie, moi j'ai eu de la chance puisqu'en fait j'ai enchaîné des erreurs d'orientation. Je pense que j'aurais jamais dû faire Polytechnique. J'aurais jamais dû ensuite aller à Stanford. Et puis j'aurais jamais dû aller dans le conseil en stratégie, si ce n'est que j'avais contracté trop de dettes à Stanford et qu'il fallait bien que je rembourse mes emprunts. Puis j'ai eu la chance, donc le premier choc c'était en 2002, c'était après 2 ans. Donc 2 ans, oui, 2 ans de conseil est égal à 5 ans en entreprise. Voilà. J'ai été licencié. Donc au début, le premier de la classe que j'étais a pris un sacré coup sur la tête. Et puis ensuite, je me suis dit, waouh, en fait, tu es en train de rembourser en 2 ans, alors que normalement, tu devais le faire en 5. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me poser la première question. Donc j'étais complètement paumé, c'était la première fois que j'étais libre, que je n'étais plus dans les choix de carrière de mes parents, que je n'étais plus soumis au regard des autres, parce que j'étais en train de mourir à petit feu au conseil, et heureusement qu'ils m'ont licencié, heureusement qu'ils ont vu que je n'étais pas fait pour ça. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir cet immense cadeau d'aller découvrir le pays d'origine de mes parents. Alors je suis breton, très fier de l'être, Brest.
Et j'ai pu aller découvrir le Cambodge à travers le monde des ONG et en bénévolat. Et c'est comme ça que j'ai découvert, premier choc, toute la misère dans le monde, tous les angles morts de la mondialisation par rapport à ces 2 années de strass et de paillettes, de croissance, maximiser la valeur pour l'actionnaire. Et donc, c'est là que je me suis ouvert à l'autre, aux enfants, au social. Donc c'est très lié, j'ai eu la chance parce que c'était très connecté à mon histoire personnelle. Et ça, c'était le premier choc en 2002. Et ensuite, de fil en aiguille, comme je ne pouvais plus décemment continuer à travailler dans l'entreprise classique, j'ai eu la chance de me laisser guider. Je me suis retrouvé consultant en Afghanistan et ensuite, on m'a proposé de monter des écoles informatiques au Cambodge pour des gamins défavorisés et en partenariat avec des grosses entreprises, avec Accenture, avec Cisco, avec Steria. Donc il y a comme ça une conjonction d'astres qui a fait que pendant 7 ans, j'ai été complètement porté par ces projets-là en mode entrepreneuriat. Donc je ne suis pas fondateur de Passerelle Numérique, je suis à peine cofondateur. Je me considère surtout comme le premier salarié et le premier employé de cette très très belle association qui existe toujours. Et donc ça a été aujourd'hui, c'est plus de 300 enfants aidés, nouveaux enfants et des parents sur des programmes de 2-3 ans. Au début, c'était au Cambodge, au Vietnam et aux Philippines. Donc, super, j'étais dans le flow. 2011, j'avais 35 ans. Les 3 centres qu'on avait ouverts commençaient à tourner. C'était super, des super chefs de projet sur chacun des pays. Et puis, je me suis aperçu que en fait, ça faisait 3 ans que je n'avais pas passé plus de 3 semaines au même endroit. Je me suis aperçu que j'arrêtais pas de faire la navette entre les 3 pays où on avait lancé le projet, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, la France, pour aller voir des gros donateurs. J'étais célibataire, sans enfant. Et surtout, je sentais que je commençais à devenir très aigri, très fatigué. 35 ans, parce que peut-être qu'à 35 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 28. Et pour moi, ça a été très très difficile d'accepter. Et donc, je continue à mettre de l'exigence sur moi-même, et j'en mettais autant sur mes collaborateurs. Je pense pouvoir dire qu'avec certains, j'ai vraiment été tyrannique. Et surtout, je me suis aperçu que, malgré ces très très beaux projets, au fond de moi, j'étais toujours triste et je n'étais pas vraiment heureux. Et l'autre truc qui m'a fait vraiment drôle, c'est que on me félicitait de partout. On disait Akara, t'es formidable, t'as travaillé sur des super projets, t'arrives à travailler entre les mondes, les ONG, etc. Super entrepreneur, leveur de fonds. Il y a même eu des articles dans la Jaune et la Rouge que je remercie au passage, avec moi et les autres entrepreneurs du projet. Et au fond de moi, j'ai découvert que j'étais fatigué parce qu'en fait, j'étais à contre-emploi. Parce que je suis pas quelqu'un de rigoureux. Je suis pas quelqu'un avec une énergie folle. J'ai mes moments de fatigue, etc. Et donc, ça a été j'ai eu cette chance en 2011 parce que les projets tournaient bien et parce qu'il n'y avait pas forcément de perspective de croissance, parce que on dépendait de la générosité des gens et c'était un moment après la crise où on ne pouvait pas grandir. J'ai eu la chance de pouvoir prendre 6 mois de break et vraiment passer du temps qu'avec moi-même. Donc fait des trucs complètement ésotériques, découvert la méditation, j'ai fait des retraites religieuses chez les jésuites alors que je ne suis pas chrétien. J'ai passé c'est mon dernier diplôme en date. J'ai passé un diplôme de massage à l'école du Wat Po en Thaïlande. Et surtout, j'ai appris à me réconcilier avec moi-même, c'est-à-dire à me dire que je suis pas super entrepreneur, que cette personne là pour laquelle j'avais vécu pendant toutes ces années, qu'on admirait, qu'on poussait à aller plus loin, c'était pas moi. Et donc j'ai pris le risque, et puis je me suis dit que de toute façon, comme je suis quelqu'un qui a profondément besoin d'amour, de sincérité, que je ne pouvais pas continuer à jouer ce personnage, qu'il fallait que j'essaie de me retrouver moi-même. Et ça a été très très douloureux, et à la fois salutaire, parce que depuis, je
Je pense que, en gros, pour résumer, avant, j'avais le vin triste et maintenant, j'ai le vin joyeux. Donc, c'est un très, très bon indicateur, l'alcool. Ça, c'était le deuxième choc. Donc, suite à ça, j'ai décidé de me poser plus en France. Donc, plus être dans cette logique, ouais, je suis entrepreneur, porteur de projet, mais au contraire, me mettre au service des autres. Parce que je me sentais mieux, en fait, dans ce rôle, entre guillemets, de follower, de soutien, etc. Un petit peu moins en première ligne. Découvert des projets formidables dans l'entrepreneuriat social, dans les entreprises d'insertion. Quelqu'un qui est devenu un ami depuis Thibaut Guillouis du groupe Ares. Extraordinaire expérience. Et c'est marrant parce qu'on s'est posé les mêmes questions. Il me disait, même dans ces milieux-là, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait grandir sans perdre son âme. Et donc, gros travail de réflexion sur l'ego, sur ces choses-là, laisser la place au collectif. J'ai eu la chance justement de rencontrer ensuite des associations avec qui on a pu travailler sur ces sujets-là. Alors il y a un terme galvaudé qui est les entreprises libérées. Moi j'aime beaucoup en fait un bouquin que je recommande à tout le monde qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui parle de comment mettre plus de sens dans les projets que l'on porte, et on voit à quel point le travail sur l'ego des gens, des dirigeants, etc. peut permettre de libérer un petit peu l'intelligence collective chez les collaborateurs. Pour moi, ça a été une révolution et j'ai marché dans ces pas-là depuis 4-5 ans. Et puis, donc là, j'étais bien, c'est bien, je commençais à avoir des projets, etc. Et puis, baf, troisième baf, évidemment, juste au moment... Chaque fois, c'est comme ça, en général, c'est... au moment où je commence à trouver mes marques, etc., paf, gros coup près. Le troisième, c'était en 2017. Je revenais du Cambodge pour être passé sur les projets de passerelle numérique. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne. Et je vois des rires dans la salle. Alors, je vais faire un petit test pour vous. On va parler d'urgence environnementale, etc. Je voulais juste savoir à qui est-ce qu'on a affaire dans la salle. Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué dans la démission de Nicolas Hulot. On lui avait dit, oui, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe? Il a dit, non, mais c'est des gens géniaux. Mais voilà, très intelligents, engagés. Mais pour eux, la planète a une bronchite. Et moi, je pense qu'on a un cancer généralisé. Donc, on ne propose pas le même remède. Donc, je voudrais juste voir dans la salle, où est-ce que vous situez, vous? Alors, on va dire que si la main est là, c'est une bronchite. Donc, on va prendre une petite camomille, on va se reposer un peu et ça va bien se passer. Là, c'est un cancer, début de cancer, donc il va peut-être falloir arrêter de fumer, de boire, de revoir sa vie. Et là, c'est cancer généralisé, voire stade terminal. Où est-ce que vous vous situez? Ah ouais, c'est intéressant. Les mains sont largement en l'air. Il y en a même qui sont debout. Merci beaucoup. Donc ouais, par rapport à ces questions de carrière, moi je suis complètement là. Donc malheureusement, j'ai lu ces bouquins-là. Du coup, j'ai fait l'erreur de m'intéresser de plus près au rapport du GIEC, avec des copains de promo qui bossent dedans. Donc on peut avoir des informations de première main. J'ai commencé à faire l'erreur de m'intéresser à tout ce qui est pic énergétique, tout ce qui est notre dépendance aux énergies fossiles. J'ai fait l'erreur de m'intéresser à nos modèles de croissance, aux modèles financiers. J'ai fait l'erreur de m'intéresser aussi à l'épuisement des matières premières. On parlait du peak oil, donc le pic des énergies fossiles. On peut parler du peak everything. Et donc là, ça a été le troisième grand choc, mais qui quelque part, en fait, ces lectures-là, ça m'a permis de me conforter dans des intuitions auxquelles je n'osais pas faire face avant. Voilà. Et ce troisième choc, il a débouché sur quoi? Actuellement, vous faites quoi? Alors actuellement, donc j'ai vu ces lectures-là il y a 2 ans. Il y a 1 an, après une dernière mission d'un petit peu d'accompagnement d'une très belle association qui s'appelle Article 1 sur l'égalité des chances, j'ai décidé d'arrêter de travailler. C'est marrant comme tout simplement parce que j'ai réalisé que même ces très beaux projets sur lesquels j'ai travaillé, égalité des chances, entreprise d'insertion, finalement elles restaient dans le schéma d'un modèle de société, d'un modèle d'économie qui s'appuie sur la croissance. Et lorsque je parle de croissance, c'est vraiment croissance matérielle, c'est pas croissance de liens, etc. Ça s'appuie aussi sur de l'extractivisme, c'est-à-dire continuer à voir un petit peu la planète comme des
des ressources, une grande abondance, où les ressources sont inépuisables. Et puis le troisième, c'est sur le consumérisme, donc sur l'éphémère, sur cette utilisation-là. Donc du coup, j'ai décidé il y a 1 an de complètement arrêter, de me reprendre à nouveau un break. J'ai quand même la chance d'avoir pu faire 3 breaks à chaque fois que j'ai eu ces prises de conscience. Et donc depuis, j'explore beaucoup plus des champs qu'on appelle l'écologie profonde, tout ce qui est le mouvement des transitions, Rob Hopkins, le Schumacher College par Satish Kumar, réfléchir à des modes de vie qui soient résilients si jamais les effondrements pour lesquels moi j'ai l'intuition devaient arriver. Comment inventer des modes de vie sympathiques, heureux, même si jamais notre société changeait du tout au tout, notamment au niveau des dépendances énergétiques. Donc ça passe par plus de convivialité, plus de territoire à taille humaine. L'un des trucs qu'on sort souvent, c'est par exemple notre dépendance énergétique. 1 litre d'essence, c'est à peu près l'équivalent de 6 semaines de travail humain. 1 kilowattheure qui coûte entre 10 et 15 euros chez votre fournisseur d'électricité, ça permet de soulever une voiture d'1 tonne jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais on n'avait plus cette source d'énergie infinie dont on a bénéficié pendant 150 ans, et sachant qu'on est pris en tenaille avec l'urgence climatique. Donc je m'intéresse à tous ces sujets-là et je suis en train de retourner dans ma Bretagne d'origine pour travailler sur ces projets-là. Merci beaucoup à Cara pour votre témoignage. Laurent Zouancola, vous, dans votre quotidien, vous travaillez auprès de... Donc vous m'avez dit surtout pas les petites startups de l'ESS, plutôt les grands comptes, plutôt les grandes entreprises, le SBF 120. Est-ce que, selon vous, il faut obligatoirement sortir de ces entreprises classiques pour trouver du sens? Est-ce qu'il n'y a pas des niches dans ces entreprises classiques, et même il y en a qui n'ont pas une mission porteuse de sens pour les salariés et les jeunes diplômés qui peuvent les rejoindre? Oui, alors je vais répondre et en mettant un peu les pieds dans le plat, parce qu'en fait je suis un peu gênée parce que j'essaye de vivre la table ronde de l'extérieur et je me dis, en gros, ce qu'on propose aux gens en face de nous, on a énormément parlé de l'ESS et du recrutement dans l'ESS, et c'est normal puisque Orientation Durable est spécialisée dans l'ESS, mais pour moi, c'est une partie de la réponse. Et j'ai passé 6 ans à co-diriger le premier réseau d'entrepreneurs sociaux en France, et donc c'est un sujet que je connais bien, et je ne remets pas du tout en cause la valeur de ce que fait l'ESS et l'entrepreneuriat social. On est nous-mêmes, Maïs Sésame et ZUS, on rentre dans cette grande famille de l'ESS. Mais j'ai l'impression qu'on propose et qu'on dit globalement, il faut aller dans l'ESS, ou alors effectivement, il faut être, ton témoignage m'a beaucoup touchée parce que je rejoins tout à fait les sujets qui sont les nôtres et les défis de sobriété, de frugalité, de consommation raisonnée qui sont absolument nécessaires vu les ressources qui s'épuisent et puis les inégalités sociales qui sont les autres. Mais je pense que proposer soit une théorie de l'effondrement où on dit, et peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité aussi de faire des breaks, d'aller approfondir ou travailler dans la l'ESS, en fait, j'ai envie de croire, peut-être avec une grande naïveté, qu'on a la capacité, quand on est XHEC, de réinventer l'entreprise. Et que si on ne prend pas ce combat à bras-le-corps, en transformant des modèles qui sont des modèles depuis des décennies orientés sur une approche de produits pour les faire émerger vers des approches servicielles. Je vous donne un exemple, nous on travaille avec L'Oréal. Beaucoup. Donc, Maïs Sésame, nous on forme des managers et des dirigeants à essayer de transformer la manière dont ils font du business. Vous allez me dire, c'est pas une entreprise sociale, je vous rejoins. Pour autant, je pense que quand L'Oréal aura réussi à transformer la manière dont ils approchent le marché de la beauté et des cosmétiques, on aura fait un pas qui n'est pas inintéressant dans ce sujet de la prise en compte des enjeux socio-environnementaux dans nos modèles aujourd'hui de vie. Et L'Oréal, aujourd'hui, on pourrait se dire, évidemment, aujourd'hui, ils vont commencer à travailler sur le vrac, le zéro déchet, qui sont des enjeux majeurs. Hein. Déjà, s'ils mettaient un peu moins de plastique dans l'océan, ça va avoir un vrai enjeu. Donc, il y a déjà tous ces jobs-là à prendre, parce qu'en fait, c'est des jobs qui nécessitent d'être innovant, d'être créatif, parce que quand on a fait le business de la même manière depuis 40 ans, on a intérêt à se transformer, à être innovant. Et donc, à mon avis, il y a des opportunités de carrière, il y a des rôles à jouer pour des gens qui ont beaucoup de choses à apporter à l'entreprise là-dedans. Mais on peut aussi se dire, demain, L'Oréal, est-ce que L'Oréal vend des shampoings ou est-ce que L'Oréal vend de la beauté? Est-ce que demain, L'Oréal n'a pas un métier qui est de proposer un service de mise en lien de communautaire entre peut-être nous deux qui avons des peaux atopiques, je dis n'importe quoi, on n'a pas des peaux atopiques,
catastrophique, mais j'en sais rien, c'est un mot, je crois, dans les cosmétiques, et de dire, mettons-nous, peut-être le rôle de L'Oréal, c'est apporter du service, de nous mettre en lien, de créer du relationnel, et peut-être demain, quand même, il nous faut une petite crème, mais il nous la faut peut-être une fois par an, j'en sais rien, passer d'une logique d'une économie de produit à une économie de service. On doit réinventer l'économie, et en fait, si, entre guillemets, les gens que nous sommes ne le faisons pas, et ne le faisons pas dans les entreprises aussi, qui gèrent quand même 90% de l'économie, et donc en fait je mets un peu les pieds dans le plat de façon un peu militante, mais parce que je pense que moi j'ai le sentiment, en ayant vécu là depuis une demi-heure la table ronde en me mettant en externe, que j'ai peur qu'on réplique une table ronde d'il y a 10 ans en fait. Non mais c'est vrai, là, pardon. Non, vous faites bien, vous êtes là pour ça. Et la solution n'est pas l'ESS ou le catastrophique. Enfin, c'est des réponses, mais ça ne peut pas être les seules réponses. Et autant il y a 10 ans, j'étais une ovni, autant je ne crois plus l'être aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que dans ce que vous voyez avec vos clients, donc des grosses entreprises, est-ce que vous voyez que ces sujets deviennent importants, stratégiques même? Mais totalement. Et nous, on n'est pas du tout... alors évidemment, attendez, L'Oréal est loin, encore une fois... j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, c'est quand même mes clients, mais est loin d'être une entreprise parfaite. Et il y a très clairement un autre truc qu'il faut accepter, c'est qu'on est dans une zone grise. Il faut qu'on aille vers le point B, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, on est encore à peu près du point A, qui est quand même l'héritage d'une économie linéaire qui est un peu absurde. Maintenant, il faut accepter que quand on fait bouger des boîtes qui vont du point A au point B, on est dans cette zone grise. Et donc, il y a une schizophrénie. Et même des boîtes comme Danone, qui sont en avant sur certains sujets, sont catastrophiques et sortent la goutte. Il y a une espèce de truc de 15 ml qui se boit. Enfin, c'est aberrant. Donc, il y a cette schizophrénie, il faut l'accepter. Pour autant, ces sujets-là, nous, nos commanditaires, ce n'est pas les gens de la RSE. C'est l'ADG, l'ADRH, les fonctions innovation, les fonctions marketing. Donc, on est sur les cœurs de métier. Donc, oui, les entreprises bougent. Et moi, quand j'ai monté MySesame il y a 4 ans, honnêtement, on était en fond de cale. Entrepreneuriat de gens convaincus, voilà. Aujourd'hui, on a des appels entrants. On a des gens comme Orange qui lancent des appels d'offres pour former toutes leurs équipes marketing à concevoir des produits qui font de l'inclusion, qui sont durables, parce que le numérique, c'est quand même un enjeu qui peut être super. On a vu la Tech for Good avec Lulu dans ma rue, mais qui peut être aussi catastrophique. Donc, oui, ça bouge. Non, c'est plus des sujets. Pour autant, on a fait un micro bout du chemin et on doit vraiment accélérer. Mais moi, j'ai pris le parti d'être confiante. Sinon, je peux sauter d'ici et me tirer une balle. Voilà. Jean-Philippe Thiboult, vous vouliez intervenir? Je vous remercie Laurence, parce qu'enfin, quand deux personnes ne sont pas d'accord dans un débat, c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Je vais commencer par répondre sur la carrière. Aujourd'hui, pour les étudiants qui sont intéressés, si on fait le chiffre d'affaires cumulé de tous les gens l'an dernier qui travaillaient dans le conseil en RSE, je crois que les plus gros pure players ne dépassent pas les 3 millions d'euros, ça doit être utopie. À Bearing Point, ils doivent être 4 ou 5, si on enlève les stagiaires et les personnes en alternance. On ne dépasse pas 45 millions d'euros. Ça donne un signe très clair, non seulement en termes de carrière, mais en termes de qu'est-ce que la RSE et l'accompagnement des grandes entreprises, en termes de changement de pratique. Et si on prend, dans ce cas-là, sur un autre sujet, comment changer vraiment les choses par rapport aux urgences, parce que je te rejoins tout à fait sur aujourd'hui le niveau d'urgence dans lequel on peut être, il y a plusieurs choses. Il n'y a quasiment pas d'exemple où ça passe, un changement heureux, massif, passe par une initiative des gens au sein de la grande entreprise. Un exemple parmi beaucoup d'autres, fin des années 90, le coût moyen d'une trithérapie annuelle est de 7 500 $. À ma connaissance, ce qui va faire que ça change, ce sont des ONG qui vont cibler des fonds d'investissement, qui vont créer une pression pour arriver à des coûts qui doivent être aujourd'hui de 40 $. À aucun moment on se retrouve avec un dirigeant de grande entreprise ou les membres d'un CODIR surmotivés qui vont dire « Oh, c'est super, mon Dieu, il y a un problème avec le climat, on va changer les choses ». Il y a 1 milliard de fois plus de chances d'encourager des gens qui sont dans le SS, comme Sherpa, qui ont réussi, et je suis surpris que personne ne parle de ce genre de choses. Sherpa, une ONG avec 6 ou 7 juristes à tout casser, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 10 ans? Ils ont créé les premières jurisprudences internationales sur les droits sociaux en Birmanie. C'est-à-dire que vous étiez dans la capacité pour les grandes entreprises, dans la possibilité d'être dans une irresponsabilité juridique, ils ont cassé cette règle. Ce genre de choses, ça va avoir tellement plus d'importance que les prochaines actions RSE ou pas RSE. Mettez le nom que vous voulez autour de ce volontariat, qui est souvent une façon d'éviter d'arriver à ce qui va devenir indispensable, c'est-à-dire des normes contraignantes internationales à terme.
il y a tellement plus de chances que ça marche. Et une dernière chose pour finir, mais encore une fois, très sincèrement, je vous remercie parce que c'est un débat polémique et toujours 10 fois plus intéressant qu'un débat où tout le monde dit on est beau, on est gentil les uns les autres. C'est moi ce que j'aime beaucoup dans la question de ces étudiants qui disent ok, 10 000 bouteilles recyclées, mais sur combien dans cette nouvelle question? C'est qu'aujourd'hui, et on connaît pas mal de directeurs RSE, sauf que c'est vrai qu'ils viennent nous voir généralement pour s'en aller des directions RSE, accessoirement parce qu'assez souvent, un directeur RSE, c'est quelqu'un dont le salaire est supérieur au budget, ce qui est quand même assez intéressant. Et moi, la question, je me la pose de la même façon que les étudiants sur les bouteilles recyclées. Et chaque fois qu'on parle d'une politique RSE, je dis OK, tout ce que vous venez de me dire, ou une politique d'amélioration, si vous préférez, sociale, environnementale, qu'est-ce que ça représente en pourcentage de vos investissements annuels? La moitié des interlocuteurs... Excusez-moi. Dans 30 secondes, vous avez la parole. La moitié des interlocuteurs, on ne leur a même pas donné cette information, pour vous dire à quel point ce qu'ils font est à côté des enjeux stratégiques. Et Danone, vous en parliez, c'est rigolo, parce que c'est les seuls, il y a une dizaine d'années, avant le directeur actuel, où Danone Communities, à un moment, on a dépassé les 5 à 7%, ce qui était énorme de l'investissement annuel, où ils ont vraiment tenté à l'époque de changer la façon, notamment avec les petits producteurs, ils faisaient leur boulot. Tout le reste, et je pose la question très souvent, on est à 0,5, 1%, 1% et demi de l'investissement annuel. Dans ce cas-là, c'est mignon comme tout, mais ça reste une vaste plaisanterie. La question, on peut la poser, excusez-moi, je reprends. À Juliane Trottin, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous, en tant que futur jeune diplômé, est-ce que votre carrière, vous êtes prête à aller la mener dans une entreprise traditionnelle qui vous dit on peut changer les choses de l'intérieur, ou vous êtes plutôt il faut quelque chose anti-système? Alors, j'aurais tendance à être un avis un peu mitigé entre les deux qui ont été présentés. Ne soyez pas d'accord avec tout le monde. Non, justement, parce que je pense qu'à la fois, le système actuel est tel qu'il est, et c'est ça qui régit la grande majorité des échanges et de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc, se passer radicalement contre, c'est se placer en marge, et c'est pas là qu'on peut avoir l'impact le plus important. Donc, je pense que ça peut avoir un intérêt personnel, mais un intérêt social ou environnemental relativement limité. En revanche, je pense que changer les choses de l'intérieur, c'est un processus qui est lent et qui est pour moi nécessaire, parce que voilà, si des entreprises comme L'Oréal, comme Total, comme Danone ne s'investissent pas à fond dans cette perspective, le système ne pourra jamais vraiment changer, et on court à la catastrophe. Donc voilà, moi, ma carrière, je ne sais pas exactement encore où est-ce que je vais me positionner, mais je ne veux pas travailler là où il n'y a pas un engagement qui est important, et là où on n'est pas, il faut que les entreprises, quelles qu'elles soient, acceptent de mettre des moyens financiers, humains, même de connaissances au service de ces perspectives-là, que les enjeux sociaux et environnementaux soient vraiment au cœur de leur stratégie et pas seulement de la communication. Parce que j'ai discuté parfois avec des responsables de grandes entreprises qui me disaient oui, on est super engagés, on a instauré le tri sélectif dans les bureaux. Oui, d'accord, mais quand on est une entreprise qui produit de l'énergie ou qui produit des biens ou qui produit des services, la question, c'est pas tellement ce qui se passe dans l'open space entre les collègues, mais ce à quoi va contribuer l'entreprise. Donc voilà, je pense que s'il y a plus de flexibilité dans des petites entreprises qui sont déjà engagées, c'est quelque chose à valoriser, et qu'il faut peut-être aussi un échange entre ces deux entités qui ne sont pas forcément incompatibles, que des grosses boîtes qui ont beaucoup de moyens peuvent aussi parrainer et aider des plus petits engagements. Enfin voilà, donc ce que je pense, c'est qu'il faut que dans tous les cas, l'engagement il soit concret, et qu'il soit profond et qu'il soit concret. Merci beaucoup. Le temps file, ça fait déjà 1 heure que cette table ronde a été ouverte. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui.
Oui, bonjour Gwenola Blick, mais en fait c'est pas une question, c'est une réponse, ou une partie de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Engie dans cette salle qui pourrait éventuellement parler à ma place de J'agis pour la planète? Non? Alors, il y a un groupe de 10 jeunes très engagés, des jeunes collaborateurs de chez Engie, dont un au moins qui est signataire du manifeste étudiant, qui ont décidé de faire bouger Engie. Donc au départ ils étaient 10, ensuite ils étaient 20, et ils ont proposé à la direction, qui était déjà bien engagée vers une stratégie d'énergie renouvelable, de leur dire en fait pour répondre aux risques et d'effondrement, c'est pas du tout suffisant. Ce qu'il faut, c'est la sobriété. Alors je caricature, ça a été un peu plus long que ça, bien sûr, leur process, mais c'est parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils se sont mis en mouvement, qu'ils ont rencontré les membres du comité de direction, qu'ils ont rencontré Isabelle Cochet, qui a, au mois d'août, fait une prise de parole publique sur BFM TV en disant que l'enjeu d'Engie aujourd'hui, c'était une stratégie de sobriété. Et aujourd'hui, ils sont 700 chez Engie. Donc juste, je rejoins Laurence sur le fait que c'est pas le « ou », mais c'est le « et », que je pense que nous avons tous besoin du « et », et qu'il y a des choses qui bougent. Et certainement plein d'autres exemples que vous avez tous à partager. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non, mais merci, je vous remercie. Je pense que des exemples, il y en a effectivement de plus en plus. Encore une fois, et c'est pas, et je n'ai pas de naïveté mal placée. C'est pas parce que Isabelle Cochet prend cette parole que demain le groupe Engie va être radicalement transformé, mais c'est le début d'un chemin de transformation. Je prends un autre exemple, quand EDF a une start-up interne qui travaille sur des modèles d'efficacité énergétique et de vendre non plus de l'énergie, mais de vendre des économies d'énergie avec un modèle serviciel où j'installe tout un tas d'investissements, notamment des capteurs, mais plein d'autres innovations pour essayer de réduire les consommations énergétiques de mes clients et que je suis rémunérée en tant que EDF aux économies qui vont être générées, on est pile poil dans un modèle qui est vertueux pour la planète, qui est un passage à un modèle serviciel et qui est stratégique. Je ne suis évidemment pas en train de dire, mon propos n'était pas de dire c'est les grandes entreprises par leur politique de gobelets en plastique qui vont changer le monde. Donc je pense qu'il y a eu soit j'ai probablement dû m'exprimer assez peu clairement. Pour autant, je pense que l'effet de levier, il est quand même essentiellement là. Il faut des entrepreneurs sociaux, il faut des entreprises sociales, il faut l'ESS pour défricher, pour aller sur ces sujets d'innovation sur lesquels les entreprises peuvent être frileuses. Quand on voit les sujets d'inclusion, parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais il y a quand même des sujets qui sont des sujets d'inclusion sociale. Ce que Nickel a fait, Nickel a été racheté par BNP Paribas et on peut en débattre. Mais il y a quand même un sujet intéressant et ça a été la première offre bancaire en France et c'est quand même 1,4 million, dont 50% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui n'avaient pas accès à des produits bancaires. Je ne sais pas quel entrepreneur social en France, aussi vite et aussi rapidement, a été capable de répondre à cette urgence sociale. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que les grandes entreprises ont fait beaucoup de mal à la planète, qu'elles doivent du coup être une partie de la solution et qu'il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, ouvrir le champ des possibles et de dire aux étudiants aujourd'hui ou aux gens qui veulent changer de carrière, il y a plein de voies pour pouvoir être un acteur de la transformation. Et si je peux me permettre. Rapide, parce qu'il y avait une question. Ouais, pour moi, ce qui était important, merci vraiment pour ces retours. Je pense que cette considération, ces possibilités d'effondrement, cette notion de sobriété, c'est quelque chose à inclure dans les entreprises, comme il y a quelques années. On devait anticiper sur l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, on se souvient, pour ceux qui ont vécu ces années-là, où on disait « ouais, le numérique, ça va toucher les PME, ça ne va jamais nous toucher les gros, etc. » Là, on est sur des enjeux autrement plus importants, autrement plus systémiques, autrement globaux. Et donc, pour moi, c'est une aberration de ne pas les inclure dans les réflexions. Une question peut-être sur la réussite, la carrière. Non, moi je voulais juste vous partager aussi une expérience assez similaire où au sein de Vinci Construction, j'ai lancé typiquement il y a quelques mois un groupe de réflexion au sein de ma filiale qui prend très très vite parce qu'effectivement en quelques années on voit un changement radical où aujourd'hui on n'est pas vu comme des utopistes, les gens qui vont en parler, mais on va justement se faire écouter par les personnes autour de nous. Et alors je vois que ça prend très vite. Après, effectivement, on a énormément besoin de pression extérieure, puisqu'aujourd'hui, le système, il est tel qu'il est. Et quand on s'adresse justement à nos dirigeants, on ne peut pas proposer des solutions non pragmatiques économiquement. On est obligé de s'appuyer là-dessus. On est obligé de s'appuyer sur des moyens de pression qui sont le manifeste typiquement étudiant, qui sont un moyen de pression.
Donc aujourd'hui, on est quand même encore extrêmement limité, je trouve. Je pense qu'on peut faire énormément de choses qui sont des changements stratégiques qui ne coûtent pas forcément à l'entreprise. Mais aujourd'hui, le système de la grande entreprise, elle est obligée de se baser là-dessus. Et donc, j'y mets encore beaucoup de réserves tant qu'on ne change pas ou qu'on n'est pas dans une entreprise type Lulu dans ma rue qui a un statut solidaire et qui, en tout cas, voilà, un fonctionnement systémique complètement différent que le grand groupe, quoi. Une dernière question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai une question, vous avez esquissé le sujet un peu salarial, et j'ai deux sous-questions, enfin j'ai une question, il y a deux sous-questions à l'intérieur. C'est premièrement, est-ce que vous êtes prêt, vous qui allez sortir, ou nous sommes sortis de HEC et de l'X, à peut-être avoir des ambitions un peu moins grandes que celles que vous aviez quand vous êtes rentré à l'intérieur? Et puis deuxième question, plutôt adressée à monsieur le directeur orientation durable, c'est est-ce que vous pensez que demain, ça pourra répondre à cette question, il y aura une augmentation des salaires des personnes qui ont cette responsabilité sociale et environnementale des entreprises? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une augmentation de ces salaires-là, et du coup, les nouveaux étudiants seront peut-être plus attirés par ce type d'emploi? C'est deux questions, voilà. Merci pour votre question. Peut-être Julienne, est-ce que vous êtes prête à accepter des salaires inférieurs pour travailler dans une entreprise qui a un impact? Alors oui, je pense que oui. En tout cas, je ne cale pas ma notion de réussite de carrière sur le nombre de zéros en bas de la fiche de paye. Et pour moi, je n'ai pas de salaire, donc je pars de rien. Donc tout est encore à faire. Donc pour le moment, ce n'est pas mon critère principal en tout cas. Et la deuxième question peut-être, est-ce que vous anticipez une augmentation des salaires dans ce milieu-là qui pourrait attirer les jeunes talents? Oui, et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire on voit qu'on sort d'un blocage salarial culturel, qui était peut-être le cas il y a 20 ans dans le tableau que je t'ai dépeignais il y a 20 ans. On est plus dans une volonté globale d'amener un changement des pratiques, que ça passe par les uns ou par les autres. Du coup, je vais à la fois avoir des clients, où on en parlait tout à l'heure, et c'est pas un secret d'État, comme Emmaüs, où effectivement il y a une espèce de limitation à 55-60 qui est assez culturelle, qui est assumée, mais j'ai de plus en plus de clients, qu'ils soient 50 ou 70 ou 80, c'est le marché qui fait ça. Je pense à Eloquentia notamment, je ne sais pas si vous les connaissez, qui réalise les formidables concours d'éloquence un peu partout en France aujourd'hui et même en Europe. On a recruté, on est en cours de recrutement, là on est en train de boucler le recrutement de la DG. Ils sont à 50 000 € brut annuels, mais avec un discours très clair, qui est de dire on n'en fait pas un enjeu culturel. Si demain, et ils ont augmenté de 30% depuis les 2 dernières années, ce qui est encourageant, si demain on augmente de 20-30%, on rediscute et on suivra. Et ça aussi, ça fait partie des vraies nouveautés chez beaucoup d'acteurs. Ils vont utiliser de façon maligne une marque employeur pour attirer les meilleurs cadres, mais ils n'en font pas un enjeu en tant que tel. Ils sont dans l'approche qui est pour moi la bonne approche, qui est au final, il y a un seul truc qui compte, c'est quelle amélioration sociale et environnementale on va permettre d'apporter. S'il faut mettre 20 KE de plus sur la table pour avoir les meilleurs cadres, pour y arriver, la réponse est beaucoup plus oui aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je voudrais juste apporter un élément. Je pense que de la même manière qu'on parlait de sobriété, alors moi je suis contente de cette bonne nouvelle et je trouve qu'il y a un vrai problème dans ce marché des salaires, notamment dans l'ESS et chez Ashoka, c'était une préoccupation permanente de dire mais chez les entrepreneurs sociaux on ne paye pas assez et chez Ashoka on ne paye pas assez non plus. J'ai quand même le sentiment qu'il faut avoir une certaine sobriété salariale par rapport à certaines sorties mais c'est pour moi le sujet il est plus à un moment peut-être qu'on paye trop en conseil, qu'on paye trop en private equity, qu'on paye trop dans certains jobs et que du coup le différentiel paraît, mais en fait on en revient à ce sujet du raisonné, du un peu plus sobre. Je pense qu'il faut augmenter les salaires dans cet écosystème de l'impact. Pour autant, il faut être réaliste qu'on est quand même tous beaucoup moins bien payés qu'ailleurs, mais c'est peut-être parce qu'ailleurs il y a un sujet aussi, quoi. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Je pense que ce qui est important dans ce type de cheminement, c'est vraiment de partir de soi, parce qu'on a tous une situation personnelle différente. On peut avoir des enfants ou pas. Moi, j'ai entre bien la chance de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Et
Et juste quelquefois, ce qui permet de ramener les pieds sur terre pour éviter ce que disait Sénèque, si tu veux être malheureux, compare-toi. Faut savoir qu'en France, avec 3 000 € en termes de niveau de vie, donc c'est un petit peu différent du salaire, je vous laisse regarder, avec 3 000 € par mois en niveau de vie, vous faites partie des 10% des personnes les mieux rémunérées. Donc ça aussi, ça amène à réfléchir sur où est-ce qu'on se place par rapport au reste de la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut applaudir nos invités. C'est la première pause de cette journée. Il y aura donc une première salve de pitch organisée où on va écouter des étudiants de Polytechnique. Mais avant, Julia Lemarchand a un petit mot à faire passer. Oui, j'ai Charles-Édouard Vincent qui est venu me voir tout à l'heure, peut-être que vous l'avez vu. Il a oublié le message le plus important de son intervention. Il cherche un numéro 2. Donc voilà, avis aux amateurs. Et il m'a donné son adresse mail. Donc c'est charlie@luludansmarue.org. Je répète, charlie@luludansmarue.org. On voit les stylos qui se dégainent. À tout de suite dans une demi-heure.